On de la raconte sur Europe 1. Bonsoir Jacques Testard. Bonsoir. Vous êtes un grand chercheur français, vous êtes le père du premier bébé éprouvette français, Amandine, c'était en 1982, et on a découvert l'autre jour dans l'émission politique sur France 2, où vous étiez face au Premier ministre Édouard Philippe, que vous étiez opposé à l'utilisation de la PMA par les lesbiennes et les femmes célibataires, et vous allez nous expliquer pourquoi. Mais d'abord, moi ce qui a accroché mon oreille et que je trouve déjà très intéressant, c'est que vous n'êtes pas, comme on aurait pu le penser, à 78 ans, c'est votre âge, un vieux réac. Vous êtes un soutien de Jean-Luc Mélenchon. Alors, on pourrait commencer là-dessus. C'est quand même bizarre comment on classe les gens en France, les progressistes d'un côté qui sont censés être de gauche et les réacs qui sont censés être de droite. Et vous êtes hors classement. On dirait, oui, c'est pas toujours facile parce que, effectivement, dans le programme de Mélenchon, il y a des choses qui me plaisent pas, il n'y a pas que ça, hein. Il y a une fascination pour la technologie que je partage pas, par exemple. Mais malgré tout... C'est pas facile, ça veut dire que vos amis de gauche vous reprochent cette position sur la PMA. Ils me reprochent pas, mais je partage pas ça avec eux. Et bon, c'est pas mal quand on arrive à partager un maximum de choses. En revanche, il y a des gens avec qui j'ai aucune affinité politique, en particulier les catholiques intégristes, qui m'applaudissent. Et je me sens un peu gêné. Ouais. Mais vous maintenez votre position. La raison fondamentale, quelle est-elle ? Écoutez, la raison fondamentale, j'ai écrit ça plein de fois, hein, c'est pas la semaine dernière que j'ai écrit plusieurs bouquins. On n'avait pas fait attention. Et pas mal d'articles. Vous avez écrit un bouquin qui s'appelle « Faire des enfants demain », par exemple, qui a été publié au Seuil en 2014. Oui, et puis j'en ai écrit d'autres avant et après, bon. Mais la raison fondamentale pour mon hostilité à pas mal de techniques que les gens voudraient absolument récupérer pour eux, quand ils n'en ont pas besoin, c'est la perte d'autonomie. C'est quelque chose que je trouve très grave. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens ont besoin d'aller sonner chez un spécialiste pour n'importe quoi. Que ce soit pour réparer une bricole de la voiture, que ce soit pour nettoyer quelque chose, ou pour la santé. Mais il y a énormément de choses qu'on peut faire soi-même. Et je crois que ça, c'est pas un progrès. Les lesbiennes peuvent faire des enfants elles-mêmes ? Ben évidemment, les lesbiennes américaines font ça depuis les années 60. Elles sont organisées pour collecter du sperme. Alors je dis pas que la collecte du sperme pose des problèmes, mais en attendant, elles payent des étudiants. Ouais. Elle ramasse le sperme et elle se le distribue, elle s'auto-insémine, mais c'est rien. Avec quoi ? Avec une seringue ? Avec une seringue, avec une paille, avec ce que vous voulez. Avec un verre, vous renversez un... Qu'est-ce que c'est qu'une insémination ? Il n'y aurait pas d'enfant depuis le début des temps si c'était un acte médical. C'est pas un acte médical, c'est un acte qui a été médicalisé récemment. Mais on peut très bien l'assumer tout seul. Et même message aux femmes célibataires. Oui, bien sûr. Bien sûr, même message aux femmes célibataires. Parce que ça n'avait pas été clair dans votre intervention l'autre jour. Vous ne leur dites pas coucher avec des garçons. Pourquoi pas, ce sera encore peut-être le plus simple. Hein. Mais si elles veulent l'asepsie sexuelle, c'est possible. Je veux dire, c'est pas techniquement, c'est tout à fait faisable, c'est très simple. Et c'est beaucoup plus simple que tout ce que les médecins vont faire avec des prises de sang, des échographies, des machins. Enfin, c'est assez lourd quand même. Mais qu'est-ce qui vous ennuierait dans le fait qu'on utilise, au fond, la technique et un médecin pour que cet enfant naisse, puisque de toute façon, il naîtra, il sera élevé par deux mères, il ne connaîtra pas de figure paternelle, donc vous n'utilisez pas les arguments habituels des opposants à la PMA. Qu'est-ce que ça change au fond qu'on fasse appel au médecin ? Moi, j'ai aucune opposition à ce que deux femmes, lesbiennes ou pas, qui vivent ensemble, élèvent un enfant. Personne n'a démontré que c'était mauvais pour l'enfant. Mais c'est pas ça qui me gêne. Mais si on veut aller à des choses concrètes, il y a par exemple la pénurie de sperme aussi. Il n'y a pas assez de sperme déjà pour les couples hétéros qui ont besoin d'une insémination parce que l'homme a un sperme déficient. Oui. Donc on prend un donneur. Il n'y a pas assez de sperme en France. S'il y a une nouvelle population qui vient s'ajouter à celle qui est déjà en attente pendant assez longtemps, on va finir par trouver la meilleure solution, ça va être de payer des donneurs, comme ça se fait dans beaucoup de pays. Actuellement, vous le redoutez. Le Danemark est en train d'inonder l'Europe de sperme danois parce que le système est bien organisé, c'est une banque bien financée. Je pense que si on commence à payer des donneurs, ça veut dire que le don de sperme n'est plus un acte gratuit, le don d'ovule, le don d'embryon va suivre, et pourquoi pas le don d'organes, le don de sang, qui sont dans l'éthique française absolument gratuits. Vous ne croyez pas que, à travers une campagne de communication bien faite, on peut encourager les gens
gens à donner leur sperme et augmenter le nombre de donneurs pour répondre à la demande des lesbiennes et des femmes célibataires? C'est fait régulièrement. L'agence de biomédecine qui est en charge de ça fait des publicités, on peut dire, pour récupérer plus de donneurs, mais il n'y en a pas assez. Ouais, parce que la condition, c'est qu'il faut déjà avoir un enfant. Donc tous les jeunes bien généreux et qui feraient ça parce qu'ils ont des copines lesbiennes. Je crois que même sans cette condition, il n'y a pas assez de donneurs pour satisfaire la demande. Ce qui, d'ailleurs, de mon point de vue, est le signe que ça n'est pas, dans les mœurs actuelles, ça n'est pas bien reçu éthiquement dans la population. Sinon, il y aurait beaucoup de volontaires. Le don du sang, ça fonctionne bien, par exemple. Il y a assez de sang. Pourquoi il n'y a pas assez de sperme? C'est que les gens sont un peu réservés sur le fait qu'un donneur anonyme va faire un bébé. Parce que c'est anonyme. C'est le problème. Si c'était pas anonyme, ce serait peut-être un peu différent. Il y aurait peut-être... On dit qu'il y aurait moins de donneurs, je suis pas sûr. Il y a des pays qui ont levé l'anonymat du donneur de sperme et ils ont eu d'abord une chute des dons, et puis après ça s'est rétabli. Donc on peut imaginer, ce serait déjà moins mécanique. Hein. C'est-à-dire que si le donneur de sperme est un copain à qui on demande de bien vouloir faire dans une seringue pour ensuite s'injecter soi-même le sperme, on gagne sur un point, c'est qu'il sera toujours facile de dire à l'enfant s'il le réclame, le donneur c'est lui. Par exemple, mais alors beaucoup de gens vont vous dire, oui, mais alors ça donne quand même à ce donneur de sperme une responsabilité sur l'enfance, et ça pose des problèmes. Bon, je pense que ça pose évidemment des problèmes. Toutes ces techniques-là posent des problèmes, mais ça en pose moins certainement que de passer par le système vétérinaire des banques de sperme. Mais c'est intéressant de vous entendre dire ça, parce que vous êtes un chercheur, vous avez mis au point une technique de fécondation in vitro qui à l'époque, au début des années 80, était extrêmement pointue. Donc vous avez été un chantre de la technologie et de la recherche médicale, et en même temps vous êtes un peu comme celui qui a inventé la bombe atomique et qui dit hop, 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 stop quoi. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé pour aider des gens stériles à faire un bébé, mais les gens dont on parle là sont pas stériles. Donc où on va? On n'en sort plus. Alors évidemment, c'est l'ouverture à la GPA, c'est l'ouverture à la grossesse masculine. On peut greffer un utérus à une femme aujourd'hui. Il y a au moins une dizaine d'enfants qui sont nés en Europe chez des femmes qui n'avaient pas d'utérus. On leur a greffé l'utérus d'une autre personne. Voilà. On peut greffer exactement de la même façon chez un homme. On peut avoir une grossesse masculine. Il va y avoir une revendication. On n'en sort plus. Je crois que le grand problème de l'éthique, c'est de mettre des limites. Et là, on est arrivé à un point où il faut mettre des limites. C'était très intéressant de parler avec vous, professeur Testard, et je renvoie donc à ce livre, votre dernier livre, que vous avez publié en 2014, Faire des enfants demain aux éditions du Seuil. Merci. Europe.